il est 20h30, on va démarrer donc, ce conseil municipal. Madame Odette Mazur a donné procuration à M. Alain Sturm, Madame Claude Virginie s'est excusée, ainsi que M. Corman Olivier, qui m'a donné procuration. Voilà. Alors, premier point de l'ordre du jour, approbation du compte rendu du conseil municipal du 21 janvier 2019. Est-ce qu'il y a des remarques ou des précisions à apporter? Non, on est d'accord pour l'approuver? Oui, merci. Quelques communications. Lors du compte rendu du dernier conseil municipal pour l'aménagement qualitatif d'Aisin, on avait mis uniquement la part communale qui s'élevait à 167 574 € TTC. Et se rajoute à la part communale, se rajoute bien sûr la part communautaire. Excusez-moi. Bonsoir, Je suis en réunion. ouais, je laisse le temps de s'asseoir. Allez-y. Donc, à la part communale se rajoute bien sûr la part communautaire, qui est de 305 316,28 €. Donc, la totalité du chantier des Uns s'élève à 472 890,50 € TTC. C'est mérité d'être précisé que tout le monde est connaissant du coût réel. J'ai été destinataire d'un courrier de remerciement de la part de M. Thomas Poirel pour le CCCE Triathlon. À l'occasion de notre manifestation sportive du dimanche 20 janvier, vous nous avez gracieusement mis à disposition le village du matériel, des commodités et la municipalité a apporté une assistance des plus précieuses. Vous nous avez aussi honoré de votre présence pour le départ pendant la course. L'ensemble des membres de notre club tient à vous témoigner sa reconnaissance. Nous avons fait une bonne promotion pour Rodemack, pour la Citadelle, la CCCE et le club. Voilà. Et vous dire également que le marché villageois hebdomadaire a repris ses activités route de Mondorf la semaine dernière. Donc, je vais le signaler ce soir pour que ça figure au compte rendu, que ça serve également d'information aux Rodemacquois. Participation au plus beau village, donc comme tous les ans, la participation est fonction du nombre d'habitants. Donc cette année, la cotisation annuelle pour 2019 s'élève à 4 052 € contre 3 935 l'année dernière. Donc pour pouvoir payer cette participation au plus beau village de France, il nous faut adopter cette somme, donc 4 052 €. Merci. En ce qui concerne, là ce sont toutes des subventions qui se renouvellent chaque année. Pour l'association sportive du collège de Cattenom, il nous demande 2 € par élève, donc il y a 67 élèves de Rodemack, donc 134 € pour les activités sportives du collège. L'année dernière, c'était 130 €, les 65 élèves. 134 €. La FAD également verse tous les ans 50 € à titre de subvention pour cette association qui intervient à Rodemack au profit des habitants de la commune. D'aide à domicile, oui. Non, les brioches, c'est pour les handicapés, c'est autre chose, les autistes et autres. Non, c'est une association qui intervient à domicile lorsque les personnes sortent de l'hôpital voilà. En 2017, 12 foyers ont été accompagnés dans votre commune par notre association. Donc 50 € si vous en êtes d'accord. Ainsi que pour l'opération Une rose à l'espoir, c'est l'association qui vient en cours d'année donc vous présenter une rose à votre domicile pour le cancer, la lutte contre le cancer. L'aide à la recherche contre le cancer. Donc là également, on donne annuellement 50 €. Si vous êtes d'accord, vous renouvellerez. Alors, participation aux frais d'élagage d'un marronnier.
de quoi s'agit-il? C'est d'un marronnier qui se trouve à Zemin, au droit de la maison de monsieur et madame Roche-Pierre. Ce marronnier a une particularité, c'est qu'il est quasiment sur la limite cadastrale. Voilà. Donc il appartient pour partie au propriétaire et pour partie à la commune. Donc monsieur Roche-Pierre, par un courrier, nous sollicite pour que soit pris en charge par la commune une partie de l'élagage du marronnier qui se trouve mitoyen entre ma propriété et le terrain communal. Cet élagage devient urgent du fait d'une lourde branche qui se trouve au-dessus de la route en direction de la propriété de M. Schmitt et qui peut se rompre lors d'une tempête. J'ai fait réaliser un devis par un élagueur qui est intervenu à Zemin sur une autre propriété. Comme je le disais, je ne sollicite qu'une partie de la prise en charge du fait de la mitoyenneté de cet arbre. Depuis mon installation à Zemin en 1983, je me suis toujours occupé de l'entretien de cet arbre, petit élagage et ramassage annuel des feuilles mortes, des marrons sur la route. En l'attente d'une réponse favorable du conseil municipal, je vous prie d'agréer, monsieur le maire, etc. Donc le devis s'élève à 1 200 €. Donc pour en avoir discuté avec M. Roche un petit peu, 25% du coût, donc 300 € de participation lui agréerait et donc lui permettrait de réaliser cette opération. Donc si vous êtes d'accord, au titre de copropriétaire. Alors l'essentiel des branches sont de son côté, et je ne sais pas si vous voyez un peu l'arbre, il est en bord de route, et les branches sont tellement longues qu'ils atteignent quasiment sa maison. Donc encore 1 an ou 2 qu'ils atteindront la maison. Par contre, du côté de M. Schmitt, du côté de la route, il y a une grosse branche à élaguer qui est vraiment dangereuse, et c'est à ce titre-là qu'on vous sollicite pour participer. Merci. Développement de la solidarité envers nos aînés. On avait pris une délibération en 2016, je vous la rappelle. On avait décidé le maintien du colis aux personnes de plus de 60 ans présentes au repas des aînés et d'étendre la distribution d'un colis aux personnes de plus de 80 ans qui ne peuvent plus assister au repas et qui expriment le souhait de retirer le colis en mairie après le repas sur un coupon-réponse joint à l'invitation. Donc ça a fonctionné 1 an ou 2, c'est d'ailleurs l'association dans laquelle est le fils de Marie-Ange qui s'occupait de la distribution. On avait dit également à cette occasion qu'on essayerait d'évoluer dans ce domaine. Et donc notre proposition de ce soir équivaut à distribuer le colis par cette association aux personnes qui ne peuvent assister au repas. Donc à toutes les personnes de 80 ans et pas seulement celles qui souhaitent expressément sur le coupon-réponse. Voilà. Donc c'est une évolution qu'on avait souhaitée dès le départ et qu'on pourrait mettre en place maintenant. Ça représente combien de personnes? Une trentaine. Et combien s'étaient inscrits pour en bénéficier? Alors les dernières années, une bonne dizaine, et cette année une. C'est la raison aussi pour laquelle on modifie le système. Alors est-ce qu'ils n'ont pas souhaité, est-ce qu'ils ont loupé la demande, je ne sais pas. C'est un peu cette seule réponse, cette seule unique réponse qui nous fait également évoluer sur cette question-là. Voilà. On est d'accord? Oui. Merci. Alors, centre de gestion de la Moselle, convention de mise à disposition pour du personnel remplaçant ou en renfort. Donc on avait déjà délibéré sur ce point-là lors du dernier conseil municipal pour autoriser le maire à pouvoir embaucher du personnel en renfort ou en remplacement de la secrétaire de mairie qui pourrait être absente pour diverses raisons. Entre-temps, j'ai reçu donc un document du centre de gestion de la Moselle qui nous propose une convention pour embaucher du personnel que eux ont formé au sein des mairies au cours des dernières semaines et au cours des derniers mois. Donc c'est le centre de gestion, c'est une sorte de mission d'intérim qui est assurée par le centre de gestion du personnel de la Moselle. Ils ont formé une vingtaine de remplaçants, de volants au sein du département, des
des lauréats de concours, des demandeurs d'emploi et en expérience professionnelle significative, des salariés du secteur privé, des retraités de la fonction publique, des fonctionnaires à temps non complet ou à disponibilité, des jeunes diplômés dans le domaine de compétences des collectivités ayant une petite expérience professionnelle. Donc ils leur ont donné un minimum de métier quoi, hein, dans cet emploi. Et donc, si on signe une convention avec le centre de gestion, ils sont en capacité de nous mettre une disposition pour un temps défini, ça peut varier de 10 semaines à 1 mois ou 2 mois, à 10 jours après la signature de la convention. Donc cette convention est assignée entre la commune de Rodemack et le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle. Je l'ai mis également à l'ordre du jour parce qu'un maire d'une commune voisine a eu cette difficulté il y a quelques semaines. Sa secrétaire de mairie a demandé une mutation dans une commune voisine et il s'est adressé au centre de gestion pour mettre un personnel à disposition, sachant que cette disposition existait. Et on lui a rétorqué, non, on ne peut pas vous mettre du personnel à disposition, vous n'avez pas signé la convention. Donc pour prendre toutes les précautions d'usage, on va déjà signer la convention si vous êtes d'accord, délibérer en ce sens, et ensuite, si on n'a pas l'utilité, on n'a pas l'utilité, si on a l'utilité, on sait qu'il y a cette possibilité. Donc, pour les missions temporaires débutant avant le 10 du mois en cours, le règlement de l'agent remplaçant se fait avant la fin du mois. Donc, c'est nous qui payons l'agent, le salaire qu'on lui doit, auquel il a été embauché. Hein. Il a droit bien sûr à des congés. Les formations lui ont été assurées par le centre de gestion. Voilà. Donc il y a un remboursement qui se fait au centre de gestion, suivant la catégorie de l'agent, catégorie C, B ou A bien sûr, suivant l'importance de la commune. Hein. Et cette indemnité au centre de gestion comprend le salaire, les charges et tout ce qui va avec. Voilà. Donc ça va de 45 € de l'heure, oui, à 55 €. Tu ne payes que si tu actives le service? Tu ne payes que si tu actives le service. Il y a un frais d'abonnement entre guillemets au service? Non, il n'y a pas de frais. Attends, voir. Oui, il y a une partie frais, je l'ai vu quelque part. Le minimum, c'est 0, il y a les frais de... Non, je veux dire, le fait de signer la convention nous coûte quelque chose ou pas du tout? Non, le fait de signer la convention ne coûte rien. Voilà, c'est pas... à partir du moment où on active l'emploi, on paye les frais de gestion au centre de gestion. Mais je veux dire, tant que tu ne non, fais pas appel à la ressource, tu ne payes rien. Non, le fait de signer la convention, ça te garantit... La disponibilité d'une personne en a besoin. Alors, le modèle de délibération autorisant l'autorité territoriale à signer la convention cadre de mise à disposition de personnel contractuel par le service mission intérim et territoire du centre de gestion de la Moselle. Loi numéro 84-053 modifiée, article 25. Considérant que l'article 25 de la loi du 26 janvier 84 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les centres de gestion peuvent recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles ou encore de pouvoir à la vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. Considérant que ces agents peuvent être mis à la disposition des collectivités affiliées et non affiliées à titre onéreux, conformément à l'article 22 alinéa 7 de la loi du 26 janvier 84 modifiée, et par convention. Considérant en outre la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et au parcours professionnel de la fonction publique, désigne les centres de gestion comme les principaux interlocuteurs des collectivités et établissements pour la mise à disposition du personnel intérimaire. Considérant que pour assurer la continuité du service, le maire propose d'adhérer au service mission intérim et territoire mis en œuvre par le centre de gestion de la Moselle. Le maire présente la convention type par laquelle les demandes de mise à disposition de personnel contractuel à titre onéreux dans le cadre de missions temporaires pourront être adressées au centre de gestion 57. Après en avoir délibéré, à l'unanimité ou à la majorité, approuve la convention cadre subvisée telle que présentée par le maire, autorise le maire ou son délégué, donc en l'occurrence le maire, à signer cette convention avec Monsieur le Président
du centre de gestion de la Moselle ainsi que les documents y afférents. Autorise le maire à faire appel, le cas échéant, au service des missions temporaires du CDG 57 en fonction des nécessités de service. Dit que les dépenses nécessaires liées à cette mise à disposition de personnel par le CDG 57 seront autorisées après avoir été prévues au budget. Voilà la délibération qui nous est proposée. Et la convention, elle est valable, elle est validité ou pas? Elle n'a pas de durée de validité, elle est valable tant que tu ne la dénonces pas. Ah bah d'accord. Normalement, c'est pour le dernier article, ça. Non. Ah non, elle est limitée dans le temps, tu as raison. La présente convention est conclue à compter de sa signature par les deux parties et prendra fin le 31 décembre 2020. Elle ne peut être renouvelée que par reconduction express. Donc on peut la prolonger. Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties par la lettre recommandée avec accusé de réception au moins un mois avant la date anniversaire. On est d'accord? Merci. Opposition au transfert de la compétence eau à la CCCE. Donc par le vote de la loi NOTRe, que vous connaissez maintenant, puisqu'on a déjà discuté ici à différentes reprises, la compétence eau potable, je parle, donc celle qui est servie par le syndicat des eaux, la compétence devenait caduque pour les syndicats et les communes et était transférée d'office au 1er janvier 2020 au comité de communes. C'était un transfert d'office, on n'avait pas à délibérer, c'est la loi qui disait au 1er janvier 2015, la compétence eau potable passe au comité de communes. Or, la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement au comité de communes prévoit pour cette dernière la possibilité de décaler le transfert obligatoire de la compétence eau au 1er janvier 2026. Si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20% de la population délibèrent en ce sens, le transfert de la compétence eau ne prendra effet qu'au 1er janvier 2026. Donc on a discuté au niveau de la communauté commune, en tous les cas les maires qui ont une compétence dans ce domaine-là, donc ça concerne la grande majorité des communes, puisqu'il y a une ou deux communes, trois communes du territoire qui sont rattachées à syndicat des eaux hors territoire. Et le maire de Zoulguen souhaite que sa compétence eau soit gardée par la commune de Zoulguen, donc ça veut dire que le président de la communauté de communes ne souhaite pas prendre la compétence eau au 1er janvier 2020. Donc pour que la compétence eau ne soit pas transférée donc, à notre communauté de communes, il faut prendre une délibération, comme je l'ai dit à l'instant. La délibération est la suivante. Vu les statuts de la communauté de communes de Cattenom et environ, vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, donc la loi NOTRe, qui prévoit notamment le transfert obligatoire de la compétence eau aux communautés de communes à compter du 1er janvier 2018, non, c'est le 1er janvier 2020. Vu la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, considérant que cette dernière législation laisse au maire la faculté de décaler le transfert obligatoire de la compétence eau au 1er janvier 2026, si avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20% de la population délibèrent en ce sens, le transfert de la compétence eau ne prendra effet qu'au 1er janvier 2026. Considérant l'intérêt du territoire à ce que chaque commune conserve sa compétence eau, il est demandé au conseil municipal de s'opposer au transfert de la compétence eau à la communauté de communes de Cattenom et environ, de demander au conseil de communauté de prendre acte de cette décision. Quels sont les arguments des maires de la communauté pour ne pas justement... Alors, je pense qu'il y a des communes qui étaient pour quand même. Pas au sein de la communauté. Okay. Peut-être, je ne connais pas en tous les cas. Et les arguments, c'est de dire l'eau, tant que le syndicat est géré comme le nôtre ou est même affirmé à
des conventions avec Veolia, l'eau n'est à un prix raisonnable. Dès qu'il y a regroupement au niveau de la communauté de communes, c'est un peu ce qui s'est passé avec les rivières. Donc il y a embauche des personnels, il y a interconnexion entre les différents réseaux. Donc il y a des investissements lourds qui sont faits au niveau de la communauté de communes et non pas au niveau d'une commune et d'un syndicat. Et donc ça fait considérablement augmenter le prix de l'eau. Ça c'est le premier argument. Le deuxième argument c'est de dire, par exemple, je prends le syndicat de Rodemack, Putlange, Byron, Mondorf. On a toujours refusé que ce syndicat soit fermé à une société Veolia ou une autre. Ça veut dire qu'on fait notre facturation, on a simplement une convention d'assistance avec Veolia, donc on gère notre syndicat au plus près des deniers des habitants, donc ce qui fait qu'on a un prix de l'eau d'1 euro du mètre cube. Les syndicats qui sont affermés à Veolia, ils sont déjà à 3 euros, sinon 4 euros du mètre cube. Et on se dit que si la communauté de communes, elle embauchera du personnel, elle ne pourra pas gérer la compétence eau potable de toute la communauté comme le gèrent les syndicats, ils le gèrent forcément avec un affermage à Veolia, ce qui va doubler, sinon tripler le prix de l'eau. Ça c'est l'argument. Si on prend la comparaison par exemple entre le syndicat de Rodemack où on a 1 euro du mètre cube et Bousque, la commune de Bousque qui s'est affermée avec Étanges au syndical, ça a triplé le prix de l'eau à Bousque. Oui, d'accord. Alors, si ce n'est que les EPCI, c'était mis en place pour mutualiser un peu et pour lisser dans tous les sens, que tout le monde paye à peu près un prix équivalent. Oui. Donc, bon, je proposais qu'on conserve l'eau, puisque ça irait. Et il y a une autre réponse qui est beaucoup plus large, qui est plus politique. Comment dire, on se rend compte, les élus, qu'à force que la loi nous oblige ou à transférer aux comités de communes et d'autres compétences qui ne sont pas obligatoires mais qui coûtent tellement cher que les communes ne peuvent plus subvenir à ces dépenses, à force de transférer aux comités de communes, on enlève des compétences aux communes et bientôt les communes n'auront plus aucune compétence, à part gérer les nids de poules, les cimetières, etc. À force de transférer de façon obligatoire ou volontaire. Oui, mais c'est quand même la démarche de base de la création des communautés de communes au départ, pour résorber les 32 000 communes. On ne peut pas leur en vouloir de regrouper. Oui, mais on ne peut pas vouloir non plus aux élus de vouloir conserver les communes, parce qu'on sait très bien qu'à partir du moment où c'est une plus grande collectivité qui gère, il y a plus de frais de personnel, il y a plus de... voilà. Et c'est plus les mêmes... Dans le cas de l'eau, il y a quand même malgré tout une logique, puisqu'on sait très bien que ce n'est pas l'eau qui est le plus chère, c'est l'assainissement aujourd'hui, hein, et que la facturation est double et qu'elle est dépendante donc de la facturation. En tant que président du syndicat des eaux, vous savez mieux quiconque. Et donc il y a une logique aussi de fusionner les deux au niveau gestion pour la facturation. Oui. Ouais. Non, mais je suis Sauf pour la garder. Oui, non, mais je comprends bien. Je raisonne juste en disant... mais il faut regarder vos factures d'assainissement qui sont sur la facture d'eau depuis 3 ans ou 4 ans. Vous verrez l'évolution depuis qu'on a transféré l'assainissement à la politique commune. Donc on arrivait à un stade où ce débat qu'on a là, on l'a souvent à la communauté de communes, soit entre maires, soit entre délégués communautaires, et on se rend compte, bon, et on a un président de communauté de communes qui est également maire et qui se rend compte que c'est peut-être pas la solution de tout transférer, et Sandrine me confirmera. On est même en train de réfléchir à rendre que la communauté de communes rende des compétences aux communes. Bon, jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas fait, mais on y réfléchit. Voilà. Bon, de toute façon, c'est reporté de 6 ans jusqu'à ce qu'il y ait une loi. Mais bon, nous on délibère ce soir, mais si dans un an le Parlement délibère et dit que ça devient obligatoire au 1er janvier 2021, on ne pourra pas s'y opposer. Donc, en tous les cas, on a souhaité tous ensemble, enfin, tous ceux qui sont concernés, tous les maires qui sont concernés par nous, à reporter cette décision en 2026. D'accord. Alors, le compte administratif.
je vous avais déjà donné donc le compte administratif, c'est les comptes gérés par le maire, par la commune, et le compte de gestion, c'est le compte du percepteur, et les deux doivent bien sûr concorder au centime près. Donc je vous avais donné des chiffres provisoires au précédent conseil municipal. Aujourd'hui, les chiffres sont définitifs. Donc la page 3 que vous avez, voilà. Donc en section fonctionnement, 630 775,28 de dépenses, recettes 803 535,36. En investissement, les dépenses s'élèvent à 390 704,91, les recettes 320 004,46. Il y a un report d'investissement, donc dépenses, ça veut dire qu'il y a un déficit d'investissement de l'année précédente qui se rajoute de 16 477,57. Donc le total des dépenses s'élève à 1 037 957,78, donc les deux sections, et les recettes à 1 123 539,82. Si on y rajoute les restes à réaliser qui sont reportés sur 2019, on a un total cumulé de dépenses de 1 122 709,76 et des recettes de 1 164 472,82. Donc ça, c'est la valeur générale. Si vous allez page suivante, page 9, vous avez le détail de toutes les dépenses effectuées. Donc les crédits ouverts, ce sont les crédits que nous avons votés au budget, différents budgets, primitifs et supplémentaires. Et les mandats émis, c'est tous les mandats et toutes les dépenses effectuées du 1er janvier au 31 décembre. Alors, en ce qui concerne l'eau, 3411,81. Donc là, il manque une facturation, puisque vous savez que la secrétaire du syndicat des eaux est malade et que la facturation a été faite avec du retard. Donc, la dernière tranche de 2018 a été payée en 2019. Électricité, 70 206,09. Combustible, 1452. Carburant, 2318,54. Fourniture d'entretien, 1207,74. Fourniture de petit équipement, 5651,70. Fournitures administratives, 888,37. Autres matières et fournitures, 6697,58. Contrat de prestation de service, 1920,43. Location mobilière, 3516. C'est pas grave. Bâtiment public, 11 539,68. Voirie, 4720,23. Réseau, 2598,66. Bois et forêts, 3035,67. Matériel roulant, 2866,78. Autres biens mobiliers, 1110,85. Maintenance, 9352,72. Multirisque, c'est les assurances, 8697. Indemnité au comptable et au régisseur, 187,48. Honoraires, principalement les honoraires d'avocat, 2964. Fêtes et cérémonies, 5422,50. Frais d'affranchissement, 1474,91. Frais de télécom, 4512,59. Services bancaires et assimilés, 10 €. Concours divers, cotisation, 4245,35. Frais de nettoyage des locaux, bon là on n'avait rien prévu puisque la femme de ménage ayant démissionné du ménage, on a pris une société. Donc c'est les factures qui se payent, puisque là il émet, c'est une entreprise, donc il émet des factures. Et ça se paye sur cet article-là, 62,83, donc 4015 €, et taxe foncière, 4153. Donc, total pour le chapitre 011, charge à caractère général,
168 176,88 contre une prévision de 184 744. Au chapitre 012, charges de personnel. Autres personnel extérieur, 37,12 €. Cotisation versée au Fonds national, c'est quoi le final? 175,61. C'est un fonds pour des cotisations. Cotisation au centre de gestion de la fonction publique territoriale, 2210,16. Les salaires du personnel titulaire, 170 556,25. Personnel non titulaire, 1599,98. Cotisation à l'URSSAF, 31 774,87. Cotisation caisse de retraite, 47 198,08. Cotisation aux ACDIC, 78,13. Cotisation pour assurance du personnel, 7 440,64. Médecine du travail, pharmacie, 880,63. Total pour le 012, 261 951,47. Pour une prévision de 271 350. L'attribution de compensation, c'est ce qu'on verse à la CCCE, 14 279. Donc, même chose pour le chapitre 014. Au chapitre 65, autres charges de gestion courante, indemnité 43 201,42, cotisation de retraite 1793,52, service d'incendie 13 035,71, c'est ce qu'on verse au département. Autres contributions obligatoires 29 831,08, c'est ce qu'on verse à la CCCE pour l'utilisation des canalisations et qu'on ne versera plus l'année prochaine. Subvention de fonctionnement, personnes privées, 50 636,33. Donc total pour le chapitre, 138 498,06 pour une prévision de 150 600. Qui explique juste le gros différentiel des locations immobilières, le 613,5, 16 100 en prévisionnel et puis 3 716 en mandat émis. Location immobilière. Location immobilière. Ben, je pense que ça, c'est en fonction des gens de la perception, ça bascule entre location immobilière et maintenance. Maintenance des appareils. Sur le 613,5, c'était quoi? 613,5, c'est tout ce qui est copieur, tout ce qui est contrat qu'on a pour le téléphone, des choses comme ça, hors communication. Alors, en fonction de la personne qui traite les mandats à la trésorerie, ça peut varier. Par exemple, l'année dernière, il y a quelqu'un qui nous a fait mettre une somme sur crédit bail immobilier. Cette année, on n'a rien mis. Voilà. Donc ça, c'est un peu le même article. Hein. Donc, autre charge de gestion courante, je l'ai dit. Hein. Voilà. Donc, les dépenses de gestion des services. Donc si on fait le total des comptes 11, 12, 14 et 65, on arrive à un total de 582 905,21, quant à crédit ouvert de 620 994. Donc les intérêts des emprunts, 34 496,77 pour une prévision de 35 000. Donc total 617 401,98 contre une prévision de 655 994. Ensuite, il y a des opérations d'ordre. Par exemple, une opération d'ordre, c'est lorsqu'on a vendu la tondeuse des broussailleuses pour 500 €, la trésorerie rétablit dans les comptes la valeur achat neuf. Voilà. Donc c'est une écriture comptable, c'est pour ça qu'on appelle des opérations d'ordre. Donc on retrouve les mêmes sommes ensuite en recettes. Donc il y en a pour 13 373,20, ce qui porte les dépenses de fonctionnement à 630 775,28 pour une prévision de 805 994, y compris donc le virement à la section de fonctionnement qui était de 150 000 € qui était prévu et qu'on va voir tout à l'heure en fonction des résultats. Donc 630 775. Donc là, les dépenses ont légèrement diminué par rapport à 2017, puisqu'on était à 632 936,79. Donc on a diminué nos dépenses de fonctionnement d'environ un peu plus de 2 000 €. Ce n'est pas négligeable. Alors que tout augmente. Hein. Donc il faut, en compensation, regarder les recettes de fonctionnement.
11, coupe de bois, donc il n'y en a pas eu en forêt, ça c'est des particuliers qui ont fait du bois, donc pour 132 €. On a encaissé pour 881 € de concession dans les cimetières, pour 2076 € de redevance d'occupation du domaine public communal, c'est des petites redevances, marché ou autres. Location de droit de chasse, 4565,64 et location diverse, 211,20. Donc pour le chapitre, on a émis des titres pour 7865,84. Le gros pavé, c'est les impôts et taxes, donc au compte 73. Taxes foncières et d'habitation, on a encaissé 295 000 € et 0,51. La dotation de solidarité communautaire de 74 595. Le FNGIR, bon ça c'est l'État, ça ne bouge pas, 7 653. Et un droit de place de 310 €. Donc pour le chapitre 73, 377 609 €. Vous avez la prévision en face, 376 741. Dotation et participation. Alors, dotation forfaitaire, c'est ce qu'on appelle la DGF. Vous voyez qu'elle a encore diminué, puisqu'on avait antérieurement une dotation de 87 000 €, et elle est descendue à 82 908. Dotation de solidarité rurale, 16 028. Fonds de compensation de la TVA, c'est la première fois qu'on récupère la TVA sur 2 articles du fonctionnement, 1 624 €. Les 17 000 €, c'est ce qui, 17 353,32, c'est ce que la communauté de communes nous verse pour le périscolaire et pour la tonte et l'entretien des arbres sur BICC. Vous savez que cette part-là a fortement diminué, ce qui explique l'écart, la part que la communauté de communes nous verse, qui explique l'écart avec les 30 000 €. Autre organisme, ça c'est pour la Poste, 12 180. Des compensations de l'État, 168 €, 7 692. Les 24 922,01, ce sont les droits de mutation qui sont versés par le département sur toutes les ventes qui ont lieu au niveau du département. Autre attribution et participation, c'est ce que nous versait l'État sur le périscolaire, 6 683,33. Cette somme-là va disparaître puisqu'on est repassé à 4 jours et que cette dotation n'existera plus, pour ceux qui sont passés à 4 jours. Donc total pour le chapitre 74, 169 558,86. Le revenu des immeubles, donc c'est toutes les locations, gîtes et autres foyers, elles ont bien rapporté cette année, 54 000 € et 99 centimes. Et redevances versées par les fermiers, ce sont les terrains et autres, 905,10 €. Donc total 54 906,09 €. Donc la recette de la gestion des services, chapitre 70, 73, 74 et 75, a rapporté 609 939,59 pour une prévision de 635 332. On a eu des petits produits financiers de 5,15 € et on a surtout des produits exceptionnels. Mandat annulé sur exercice antérieur, 825 €, c'est un dégrèvement sur les taxes foncières. Produit des cessions d'immobilisation, 1100 €, donc c'est le terrain qu'on a vendu au syndicat des eaux et le tracteur, le mini-tracteur, 1100 €. Et tous les autres produits exceptionnels, dont les 150 000 € versés par la SODEVAM. Donc on a des produits exceptionnels qui s'élèvent à 179 392,32. Donc total des recettes réelles, 791 262,06, auxquelles se rajoutent 12 373,30 € d'opérations d'ordre, qu'on a déjà vu tout à l'heure en dépenses. Donc page 12. On a des recettes pour un montant de 803 535,36. Tout proche de nos prévisions, de 805 994. Donc ça c'est vraiment recette, c'est une année intéressante. Bon, c'est principalement dû également aux 150 000 € de l'utilisation des ventes sur l'opération Jardin du Castel. Donc c'est dû également au fait que malgré que la DGF est diminuée, les impôts locaux ont augmenté de 3 500 €.
Et les locations diverses ont augmenté de près de 6 000 euros, un peu plus de 6 000 euros. Et également, ce que j'ai dit lors du dernier conseil municipal, les emprunts ont diminué, puisqu'il y a un emprunt qui s'est terminé courant 2018, au mois de mai, je crois, ce qui fait qu'il a diminué de 1 324,68 € en fonctionnement et de 4 344,80 € en investissement. Cet emprunt va disparaître totalement sur l'année 2019. Donc on a comparé à l'année dernière, on a réduit nos dépenses en 2018 par rapport à 2017 sur le 0,12, sur le 0,14, sur le 65 et sur le 66. On a juste augmenté sur le 0,11 parce que sur le 0,11, on met maintenant des dépenses qu'on mettait antérieurement en investissement, par exemple sur les voiries ou sur les bâtiments. On le mettait en investissement, mais on le met maintenant en fonctionnement parce qu'on peut récupérer la TVA si on le met en fonctionnement. Ce qui augmente mécaniquement, là on a augmenté de 17 000 € cette part-là, plus qu'on a mis l'année prochaine. Voilà. Ça c'est les grandes lignes du budget de fonctionnement. En ce qui concerne l'investissement, alors, page 12-13, normalement. Donc page 13, vous avez le détail des dépenses de fonctionnement par opération. On avait encore un reliquat de 2015,10 € sur le restaurant périscolaire, c'est des retenues de garantie, les entreprises qui ont réclamé seulement maintenant leur dû. Idem pour le local multiservice, pour 5 735,83 €. On a dépensé 16 444 € pour les boiseries de la chapelle de Zemin, 20 502,90 € pour la révision du PLU, un solde de 20 624,12 € pour la restauration des orgues, un solde de 97 058,64 pour l'aménagement rue des Seigneurs Église, 1416,51 € pour les illuminations, 86 309,10 € pour l'aménagement de la piste cyclable, pour l'ancienne voie de chemin de fer, un acompte de 3 478,99 € sur la place de Métairie, le pôle commercial et touristique Maison Staff, on a versé 25 000 € sur des VAM pour les premières factures, et 2 640 € pour la réalisation du corps de chauffe pour l'orbite communale. Donc total 281 225,19 €. On a remboursé 3 786 € de TLE, de taxe locale d'équipement, de quelqu'un qui avait payé, qui n'a pas terminé les travaux et qui a fait un nouveau permis de construire sur le même bâtiment. Donc il payera la taxe d'aménagement, mais il a fallu lui rembourser la taxe, la TLE. Le remboursement de l'emprunt capital s'élève à 81 911,35 €. Donc total des dépenses financières 85 697,35 €. Total des dépenses réelles 366 922,54 €, auxquelles se rajoutent les opérations d'ordre pour 23 782,37 €. Donc total des dépenses 390 704,91 €. Et les recettes d'investissement, page 14. On a touché 27 212,93 € de l'État, les différentes subventions sur les programmes que je viens d'énoncer. On a touché 20 000 € de la région Grand Est. On a touché 31 765,66,82 € de la communauté de communes et 15 104 € de la DETR. Donc total, les subventions encaissées en 2018, 94 083,75 €. Et les 25 000 annulés du département, Alors, on ne les a pas touchés parce qu'on n'a pas payé les factures, c'est pour la place des Métairies, à l'Aisin. Donc là, on a encore des factures en attente de la commune. Et donc, on va devoir mettre cette somme au budget primitif 2019. Et dès qu'on aura payé la facture, on pourra encaisser les 25 000 €. Dette envers locataire acquéreur, donc c'est les 800 € que nous verse mensuellement la boulangerie.
nous verse 1 000 euros par mois, il nous verse 200 euros en... Là, 16,76 net envers le locataire acquéreur. Donc il nous verse 1 000 euros par mois, 200 euros de loyer et 800 euros d'avance sur l'acquisition. Le fonds de compensation de la TVA, on a touché 40 608,10. La taxe d'aménagement, elle a bien rapporté là, cette année, 55 722,30. L'excédent de fonctionnement capitalisé, c'est ce qu'on avait transféré du fonctionnement en investissement lors du vote du compte administratif de l'année dernière, 83 598,87. On a encore rentré une créance ancienne qu'EDF nous devait, en ce sens que EDF, sur les travaux d'enfouissement de réseau qu'on fait, n'émarge pas au fonds de compensation de la TVA. Il nous rembourse la TVA en direct, ça ne passe pas par le fonds de compensation. C'est comme ça, c'est une particularité. Donc là, ils nous ont versé un reliquat de 11 509,07. Donc le total des dépenses, des recettes réelles s'élève à 295 122,09, auxquelles se rajoutent les opérations d'ordre pour 13 373,30 et les 11 509,07. Donc total des recettes de l'exercice en investissement 320 004,46. Voilà, donc vous voyez que le solde entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, qui est de 172 000 euros, 172 630,08, comble les déficits d'investissement cumulés. Et on verra ça tout à l'heure dans le détail au niveau de la balance. Est-ce que vous avez des questions sur l'une ou l'autre dépense ou sur... Par rapport à la taxe d'habitation et progressivement... Alors la taxe d'habitation, pour l'instant, en 2018, on a été compensé intégralement par l'État. On verra les années à venir, 2019 et suivantes, puisque c'est maintenant chaque année la loi de finances de l'État qui va déterminer ce qu'on va toucher au niveau de la compensation. Donc la première année... L'enquête, ça va bouger entre ce qu'on avait prévu de recevoir et ce qu'on a reçu de taxes foncières et d'habitation, c'est... Oui, c'est un peu plus, oui. Mais là, ça augmente, ça a augmenté quand même. Alors, est-ce que ça continuera à augmenter les années 2000? Je ne sais rien. Pour l'instant, on n'a pas eu l'État. On ne sait pas si il avait été question à un moment qu'on était compensé, mais de manière étale, c'est-à-dire on se base sur 2017 et on n'augmente plus la compensation. Je ne sais pas. Honnêtement, personne ne le sait réellement comment ça va être compensé. Dans tous les cas, en 2018, on a été compensé intégralement. Même en plus. Oui, mais ça c'est parce que... On avait prévu 294 000. On a un peu plus. On a reçu 294 000. Et en plus, on a reçu une compensation des donations de taxe d'habitation. Oui, ça on reçoit chaque année. Ça, c'est des compensations anciennes pour les gens qui sont exonérés. Ça n'a rien à voir avec la suppression de la taxe d'habitation. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont âgées, qui ont des faibles revenus, qui sont exonérées depuis toujours. Et pour ça, on est compensé. D'autres Sans la recette de la Sodedam, on ne serait pas beau, quoi. Ah ben non. Ah ben on dépenserait moins, forcément. Ce qu'on n'a pas, on ne peut pas le dépenser. Mais en faisant cette opération, on savait qu'à un moment donné, on aurait... C'était le but de l'opération. D'autres questions? Non. S'il n'y a plus de questions, je vais sortir et Jean-Marie, tu fais voter le conseil municipal.
On a réceptionné le compte de gestion transmis par le percepteur. Hein. Donc on retrouve exactement les mêmes chiffres, je ne vais pas vous les relire. Hein. Ce qui fait qu'en cumulant les recettes de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement, le déficit de l'investissement, on a un reliquat de 85 582,06 contre 67 121,30 l'année précédente. Hein. Donc il nous reste 85 000 sur la gestion 2018 à investir en 2019. Donc les chiffres sont absolument identiques. Donc la délibération qu'il nous faut prendre est la suivante. Compte de gestion 2018. Le conseil municipal, considérant qu'il y a concordance avec le compte administratif 2018, déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2018 par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Attitré. Donc il nous faut délibérer principalement maintenant sur l'affectation des résultats. Donc les dépenses, vous les connaissez maintenant en fonctionnement, 630 775,28, les recettes 803 535,36. Donc le résultat de clôture est positif pour le fonctionnement de 172 760,08. En investissement, les dépenses s'élèvent à 390 704,91, les recettes à 320 004,46. Donc le déficit de 2018 s'élève à 70 700,45, auquel il faut rajouter le déficit reporté de 2017 de 16 477,57. Donc le déficit il est de 87 178,02 en investissement. Si vous faites la différence entre 172 760,08 l'excédent de fonctionnement moins le déficit d'investissement, vous avez un excédent de clôture pour l'année 2018 de 85 582,06. Donc il nous faut affecter ces résultats, constatant que le compte administratif 2018 présente un solde de fonctionnement de 172 760,08. Le conseil municipal décide d'affecter la somme de 172 760,08 au compte 1068, affectation complémentaire en réserve. Ça veut dire qu'on transfère la totalité de la somme en investissement. Constatant que le compte administratif présente un solde négatif d'investissement de 87 178,02, le conseil municipal décide de reporter ce solde négatif au compte 001, solde d'exécution de la section d'investissement. Donc à la section d'investissement, on aura une dépense de 87 178,02 puisque c'est négatif. 172 760,08 en recettes et 87 178,02 en dépenses d'investissement. Voilà. Tout le monde est d'accord? On n'a pas oublié de signer le compte administratif. Hein. Alors, affectation des résultats, c'est fait. Compte de gestion, c'est fait. Attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour la maison Star. Avant de vous donner les résultats de cette consultation et de vous proposer la délibération actant cette attribution, je voudrais vous relire la délibération qu'on a prise le 5 mars 2018. Réhabilitation de la maison Stark et annexe convention de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la SODEVAM. Le maire présente l'étude de faisabilité du projet de réhabilitation de la maison Stark afin d'y créer 3 à 4 cellules artisanales, commerciales ou médicales ainsi que l'aménagement des logements communaux représentant une surface d'environ 822 m² de surface de plancher. Présente un budget prévisionnel prévoyant un montant d'investissement de 3 100 000 € hors taxes, dont 190 000 liés aux acquisitions foncières. Propose d'engager la désignation d'un maître d'œuvre. Compte tenu de l'enveloppe financière du projet, cette mission de maîtrise d'œuvre porterait sur un montant supérieur à 221 000 € hors taxes. Cependant, le projet étant majoritairement la réhabilitation d'un bâtiment, selon l'article 90.1a du décret du 25 mars 2016,
il n'a pas lieu de recourir à un concours. Le marché comportant des prestations de conception, regarde l'article 25.2.3 du décret du 25 mars 2016, le pouvoir adjudicateur décide d'engager une procédure sur les articles 71 et 73 du décret du 25 mars 2016 Code des marchés publics, à savoir une procédure concurrentielle avec négociation. Précise que les moyens de la commune sont insuffisants pour assurer dans de bonnes conditions la maîtrise d'ouvrage du projet et qu'il sera nécessaire de recourir à l'assistance d'un maître d'ouvrage délégué. À ce titre, la commune a reçu l'offre de la Sodebam, Société d'économie mixte locale, dont la CCCE est l'un des actionnaires. La Sodebam possède de nombreuses références dans le domaine, comme la réhabilitation logement des presbytères de Boust et de Zougen, ainsi que la création de cellules commerciales et logements à Canfun. Sodebam a également piloté le projet de création du groupe scolaire de la commune de Rodemack il y a quelques années et est concessionnaire du lotissement Jardin du Castel. Son offre financière est de 89 150 €. Elle comporte la rédaction du cahier des charges techniques détaillé sur la base du programme de la commune, de la dévolution de l'ensemble des marchés nécessaires à la réalisation du projet, du suivi des études et travaux, ainsi que de la gestion de l'ensemble du projet. Ça a été signé au mois de juillet 2018. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'engager le projet de réhabilitation de Maison Stark avec y créer 3 à 4 cellules artisanales, etc., décide d'engager une procédure concurrentielle avec négociation, conformément aux articles 71 à 73 du décret du 25 mars 2016 pour la désignation du maître d'œuvre. Donc ça, c'est ce qu'on va délibérer ce soir. Autorise le maire à signer une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la société Sodebam pour un montant de 89 150 € et arrête le montant des dépenses engagées par le mandataire à 2 910 000 € hors taxes, inscrit au budget communal l'exercice 2018 50 000 € correspondant aux dépenses d'études engagées pour réaliser ce projet, ce qui a été fait, autorise le maire à signer tout document afférent à la réalisation de l'opération, charge le maire de solliciter toutes aides afin de faciliter le financement de l'opération, charge le maire d'accomplir toutes les formalités en vue de l'exécution de la présente délibération. Donc c'est à ce titre qu'il y a eu un appel d'offres pour les différents cabinets de maîtrise d'œuvre. Il y a eu une première commission d'appel d'offres qui s'est réunie, dont je vais vous lire le procès-verbal. Procès-verbal détaillant le déroulement de la procédure d'appel d'offres pour la mission de maîtrise d'œuvre et le choix des candidats mis à remettre une offre. Dans le cadre du projet de restructuration de la Maison Stark, la Sodebam, maître d'ouvrage délégué de l'opération, via le contrat de mandat public du 5 mars 2018, reçu en sous-préfecture de Thionville le 5 juillet 2018, a lancé un appel d'offres pour la mission de maîtrise d'œuvre de l'opération. La procédure de passation est une procédure concurrentielle avec négociation, c'est ce qui est dans la délibération. Elle est soumise aux dispositions des articles 71 à 73 du décret du 25 mars 2016. À ce titre, la sélection du groupement de maîtrise d'œuvre s'opère en 2 temps. La commission d'appel d'offres réunie le mercredi 3 octobre 2018 en mairie de Rodemack a pour objectif de retenir 3 à 5 candidats parmi un total de 11 offres remises, admis à remettre une offre. Donc ça, ces candidats ont été sélectionnés en fonction de leur réalisation dans d'autres communes, sur dossier en quelque sorte. Alors bien sûr, on a sélectionné en priorité des cabinets de maîtres d'œuvre qui ont travaillé ou dans l'ancien ou dans des secteurs classés. L'analyse des 11 candidatures réceptionnées suite à l'appel d'offres pour la mission maîtrise d'œuvre dans le cadre de l'opération de réhabilitation et de restructuration de la Maison Stark a été présentée à travers le tableau analyse au procès-verbal dans lequel sont listés entre autres les 11 groupements de maîtrise d'œuvre ayant présenté leur candidature. Les analyses ont été réalisées selon 3 critères: compétences des équipes et moyens mis en œuvre pour assurer la prestation, note sur 4. Référence générale, référence dans le domaine considéré, référence environnementale, note sur 4. Note de motivation, note sur 2. À l'issue de la présentation de l'analyse, il a été proposé à la CAO de retenir 5 candidats qui sont les suivants. Groupement François Orion Malgras OTE Ingénierie, avec une note de 8 sur 10. Premier ex-aequo, groupe Fabre Speller Architecte, Lionel Picard, Choulet Louis, BNI Vénatec, Grande Cuisine Ingénierie, avec une note de 8 sur 10. Troisième, Busato Maxime Architecture, Jonathan Coppa Architecture, Triga SO, Inge Maison, avec une note de 7 sur 10. Groupement Benjamin Schott Architecte, Yannick Labarre, Bicom, Bureau Prévention, Vénatec, avec une note de 6,5 sur 10. Et groupement Milieu Architecte, BET Bureau 3, BET 2, BET Vénatec, BET Flux, BET QCS Service,
note de 6,5 sur 10. La CAO a décidé de valider les propositions du maître d'ouvrage délégué. Ce seront donc 5 candidats admis à remettre une offre pour la réalisation de cette mission. Les 5 candidats retenus remettront une offre pour le jeudi 8 novembre 2018. La commission d'appel d'offres recevra chacun des 5 candidats en audition le jeudi 6 décembre 2018 en présence du maître d'ouvrage délégué pour permettre d'opérer le choix le plus en adéquation avec les caractéristiques du projet et de négocier les offres conformément à l'article 8.2 du règlement de la consultation. Ça, c'était la commission d'appel d'offres. Ensuite, on a reçu ici en audition les 5 candidats. Donc, ils ont remis leur offre le jeudi 8 novembre. Donc, les 5 candidats ont tous remis une offre, donc, qui était conforme. À l'issue de l'analyse des offres avant négociation, il a été décidé d'engager la phase de négociation avec les 5 candidats. Les 5 groupements ont été invités par courrier du 11 novembre 2018 à participer à une audition de négociation mairie de Rodemack le 6 décembre 2018. Chaque groupement y a présenté les spécificités de son offre et la négociation a été engagée. À l'issue de cette audition, les points de négociation ont été confirmés aux 5 candidats par courrier du 11 décembre 2018. Ils portent sur l'offre financière optimisée en tenant compte des points suivants: la mission exé, la mission visa, et l'enchaînement des phases de travaux n'est pas fixé pour le moment. Il est possible que les travaux ne soient pas réalisés dans leur continuité. On a pris des précautions, vu l'importance du chantier. On a dit qu'ils prennent compte du fait que les travaux se feraient probablement en tranches, hein, et qu'il est même possible que pour des raisons financières ou autres, le chantier pourrait être interrompu entre 2 tranches. Et on leur a demandé de faire une offre pour tenir compte de cette particularité. Par ailleurs, il leur a été demandé de compléter leur offre par une offre variante qui pousserait les études globales sur l'ensemble des bâtiments jusqu'en tranche ferme. À ce titre-là, en tenant compte donc des dossiers, en tenant compte des propositions d'honoraires, qui sont quand même très, très variables. Par exemple, entre le cabinet Schott et le cabinet Busato, la différence des honoraires était de 100 000 €. Donc forcément, le cabinet Schott, qui était le moins 10 ans, avait puisque le prix rentre pour 30% dans l'offre. Donc, ce qui fait que le cabinet Schott arrive, le cabinet Schott, là-bas, Prévention, Vicom, Benatec, donc sur des locaux de Metz, Lutz, Thionville, a une note de 92 sur 100. Busato, Copra, Trigo, Maison de Metz, 88,72. François Orion, Ingénierie de Nancy, 80,15. Fabre, Steller, Picard, Choulet de Clermont-Ferrand, 77,6. Et Milieu, Bureau 3, etc. de Nancy, 68,92. Voilà. Donc la CAO du 28 janvier 2019 a décidé d'attribuer le marché au groupement Schott, là-bas, Prévention, Bicom, Benatec, là c'est numéro 1, pour l'offre de base négociée transfert jusqu'à l'APD, y compris l'OPC, pour un montant de 259 200 € hors taxe. Donc c'était le moins 10 ans. À titre de comparaison, donc Schott 259 000, Milieu 387 398, Busato 389 521, Magra, lui, était légèrement moins cher, mais bon, son dossier était nettement moins bon, hein, 244 918, et Fabre 388 607,27. Donc si on prend la qualité des dossiers et également donc le coût, c'est le cabinet Schott, là-bas, Bicom, Benatec qui arrive en tête. Voilà. Et donc la délibération qui vous est proposée ce soir est la suivante. Attribution du marché de maison, du marché de maîtrise d'œuvre. Le maire rappelle que par délibération de 5 mars 2018, la commune de Rodemack a missionné en qualité de mandataire à Sodebam dans le cadre du projet de restructuration de la maison Stadt. L'exécution des travaux nécessite l'intervention d'un maître d'œuvre pour ce projet. Un avis d'appel de la concurrence a été envoyé au BOAM et au
17 juillet 2018, 11 candidatures ont été réceptionnées avant la date limite de réception. Suite à cela et après analyse, 5 cabinets d'architecture sont retenus afin de formuler une offre. C'est ce que je vous ai cité, Milieu, Choc, Busato, François Orbion, François Speller. Les critères d'analyse des offres fixés dans le règlement de la consultation sont prix des prestations pondéré à 30%, méthodologie proposée pour mener à bien la prestation pondérée à 25%, pertinence de l'affectation et de la répartition des rôles pondérée à 20%, compréhension du contexte et des enjeux pondérés à 25%. Après analyse des offres, conformément aux critères ci-dessus, le classement et les notes suivantes ont été obtenus. Groupement Choc, la barre 92 points, Groupement Busato 87-83, Orbion 78-64, etc. Cadre Speller, milieu. Il est donc proposé au conseil municipal de retenir l'offre du groupement Choc, la barre, Bicôme, Prévention, Vénatec pour un montant total hors taxe de 259 200 hors taxe, relative, hors taxe de trop, relative à l'exécution des missions. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code des marchés publics et notamment les articles 65 à 74, vu la délibération du conseil municipal du 5 mars 2018 missionnant en qualité de mandataire la SODEBAM pour le projet de restructuration de la Maison Star, vu le rapport de présentation du déroulement de la procédure, vu le procès verbal d'ouverture des prix, vu le rapport d'analyse des offres, considérant que l'offre du groupement Choc, la barre, Bicôme, Prévention, Vénatec présente toutes les qualités requises pour mener à bien le projet suivisé et jugée techniquement et économiquement la plus avantageuse au regard des critères énoncés dans le règlement de la consultation. Le maire entendu, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'attribuer, article 1er, d'attribuer le marché de maîtrise d'œuvre au groupement Choc, la barre, Bicôme, Prévention, Vénatec pour un montant hors taxe de 258 200 relatif à l'exécution des différentes missions, d'autoriser le directeur général de la SODEBAM, agissant en nom et pour le compte de la commune, à signer le marché. Voilà. C'est tout ce que je peux vous présenter. Donc s'il y a des questions à poser, c'est le moment. Donc techniquement, dans le cabinet d'architecture, il va définir les lots des différents corps de métier et il va déjà travailler avec nous sur le projet, proposer des... Là, sur le projet, qu'est-ce qu'on vous a soumis? C'est ça que l'architecte retenu, ils ont proposé un projet. Ils n'ont pas proposé de projet. Un projet, ils ont travaillé quand même sur un projet que la SODEBAM avait présenté. Non. Ils ont fait un projet... Ils ont été sélectionnés sur dossier et ils nous ont expliqué, lors de la commission d'appel d'offres, à l'audition, comment ils voyaient l'organisation de ce chantier. Ils ont tous visité, puisqu'il y avait une obligation de visiter le bâtiment. Et la SODEBAM avait simplement préparé un genre de cahier des charges où ils mettaient les grandes lignes qu'il fallait connaître. Donc là maintenant, le cabinet d'architectes étant choisi, on va commencer à travailler avec eux sur le projet en réalité. Ce qui va rentrer dans le projet, les phases qui vont être mises en œuvre, à quel rythme, en fonction des moyens de la commune, en fonction de, pour l'instant, il n'y a pas de plan qui a été établi. La seule chose qui a été établie par la SODEBAM et qu'on a missionné dans la délibération, c'est un cahier des charges qui disait qu'il y a possibilité de le faire en 1, 2, 3 ou 4, 5 tranches, peut-être avec une interruption entre 2 tranches, etc. etc. Pour l'instant, moi je n'ai pas d'autres documents. Les seuls documents que j'ai, c'est ceux qui ont été présentés au conseil municipal, à savoir le cahier des charges, qu'on avait pu, l'étude de faisabilité. Et la SODEBAM a préparé pour que les architectes puissent quand même avoir un minimum de matière pour présenter une offre. Mais l'obligation principale, c'était de visiter le bâtiment, voir dans quel état il était, et en fonction de ça, voilà. Donc là maintenant, le cabinet d'architecte est connu. Si la délibération est approuvée ce soir, le directeur de la SODEBAM va signer donc, le mandat, le contrat avec le cabinet d'architecture, et on va commencer à travailler sur le projet. Voilà. Ça, c'est la réalité des choses. S'il y a des plans qui ont circulé, je sais qu'il y a des plans qui ont circulé, ils émanent ni de la commune, ni de l'architecte, ni de la SODEBAM. Je ne pense pas. Alors, moi, j'en ai pas.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le projet lui-même, les réunions de séparation, ça se passe Donc comment? dès que le cabinet sera notifié, dès que le contrat sera, il va certainement prendre contact avec nous, avec la SODEVAM, mais il y aura des réunions, quel rythme, je ne sais pas, donc tout ça c'est à définir. Pour l'instant, le cabinet Schott ne sait pas qu'il est retenu. Donc dès qu'ils seront retenus, ils mettront ça à leur planning. Je suppose que s'ils ont soumissionné, c'est qu'ils sont intéressés par le projet et qu'ils ont prévu dans la présentation des différents cabinets, chaque cabinet a pris la précaution de mettre dans le projet un architecte du patrimoine. Voilà. Donc, en particulier le cabinet Schott et puis le deuxième Busato également. Busato, il a argumenté sur le fait qu'il travaillait principalement dans le secteur classé de Metz, qui est un avantage, et même indispensable. Mais malheureusement, il avait une offre de prix qui était beaucoup plus chère, il n'a pas voulu baisser. Parce que, donc il y a l'audition, donc en fonction, c'est déterminé d'après l'audition, et ensuite il y a un courrier qui est fait à chaque cabinet de maîtrise d'œuvre, et on leur demande de revoir leur prix, s'ils sont en capacité de faire une offre inférieure à ce qu'ils avaient mis dans le dossier. Et Busato n'a pas voulu baisser. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous nous disiez juste ce qui est déjà acté, parce qu'on le sait très bien, il y a des choses qui ne vont pas changer, puisqu'on a au dernier conseil attribué aux palais locaux les loyers, et donc la brasserie, on sait pertinemment bien qu'elle va rester là, pour les travaux. Alors, la Donc, il y a des choses qui sont aujourd'hui actées pour vis-à-vis du multiservice, vis-à-vis de la brasserie, donc il y a des choses aujourd'hui que l'architecte et la SODEVAM connaissent, puisqu'ils ont dû en tenir compte. On ne va pas demander à la brasserie de quitter le bâtiment. La SODEVAM, comme je l'ai dit lors du dernier conseil municipal, la SODEVAM a reçu les personnes qui souhaitent ou rester dans les locaux ou intégrer des locaux. Voilà. Et donc, ce que le cabinet Schott va obtenir la SODEVAM dans les prochaines semaines, c'est-à-dire qu'ils doivent concevoir leur projet en fonction des demandes et en fonction de la demande particulière de la brasserie qui souhaite non seulement y rester, mais qui souhaite y rester pendant les phases de travaux. Donc c'est à l'architecte à réfléchir à un phasage de travaux qui permettent à la brasserie de travailler même pendant la phase de travaux, si c'est possible, j'en sais rien. C'est bien pour ça que Voilà. j'en parlais la dernière fois, puisque dans les plans de la SODEVAM que j'ai vus, on déplaçait dans les bâtiments à l'extérieur la brasserie. C'est ce qui avait déjà été acté d'après les plans. C'est pour ça que je vous ai fait le reproche de dire que ça m'étonne quand même. Nous, on est prévenus par les gens qui nous montrent les plans et on nous conseille, on nous commande rien. C'est pour ça que je vous en ai fait le reproche. Donc aujourd'hui, Je ne sais pas de quel plan vous parlez, moi je ne les ai pas. Moi j'ai simplement un cahier des charges qui détermine un certain nombre de demandes des différents intervenants. L'épicerie souhaiterait s'agrandir, l'épicerie souhaiterait c'est ce qui a été dit à la SODEVAM, l'épicerie souhaiterait créer une troisième société, une deuxième société avec la brasserie pour éventuellement gérer un restaurant, mais ça c'est la demande des locaux sur place qui ont fait cette demande auprès de la mairie et donc auprès de la SODEVAM. Maintenant, c'est à l'architecte à travailler et à dire là on peut faire ça, là on peut faire ça, ça on ne peut pas faire, ça il faudra modifier, on pourra faire les travaux avec la brasserie à l'intérieur, on ne pourra pas. Tout ça, ça va être déterminé maintenant par le cabinet de maîtrise d'œuvre avec nous. Ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est aucun... Puisque l'architecte n'était pas connu, donc il n'y avait pas... Mais seulement il fallait un minimum de... Par exemple, la SODEVAM a consulté la brasserie pour savoir est-ce que les locaux actuels vous suffisent ou est-ce qu'il faut d'autres locaux plus petits, plus grands, avec quel matériel, est-ce que vous avez compté acheter d'autres machines, etc. etc. C'est ça qui a été fait. Il faudra surtout être vigilant aussi qu'on ne génère pas un gros surcoût juste pour devoir maintenir par exemple la brasserie pendant les travaux. Il y aurait peut-être éventuellement d'autres solutions, je ne sais rien, moi, Peut-être. leur proposer peut-être une autre mais tout ça, ça va venir de la discussion. Au niveau du coût, la SODEVAM, si vous avez bien écouté la délibération d'origine,
d'origine, bon, c'est déjà une somme qui est très importante. La SODEVAM doit à une mission, c'est-à-dire réaliser la totalité du projet dans le budget qui lui est alloué, c'est-à-dire 2 900 000, voilà. Après, c'est à eux à trouver les contraintes avec l'architecte, avec la commune, pour qu'on reste dans ce budget-là. Ça c'est la mission qu'on leur a donnée. Ouais, mais enfin, on a déjà vu un projet d'investissement sans dépassement de crédit. C'est rare, mais ça C'est rare. existe. Donc, Au niveau de la communauté de communes, on y arrive presque à chaque fois. parce que là, ça va quand même être une des plus grosses opérations Prodac aura jamais réalisées. C'est la plus grosse. Donc, il faudra être doublement vigilant, quoi. Parce que C'est là, sûr. Tout à fait, non, mais on est d'accord. Hein. Donc là, ce qui vous est demandé ce soir, c'est de valider le travail qui a été fait par la SODEVAM et par la commission d'appel d'offres, hein, de valider le choix de la maison, du cabinet Schott, etc. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. je vous ai Deux dit, abstentions. les Deux abstentions. Et vous l'aviez déjà évoqué lors d'un conseil, est-ce qu'on ne pourrait pas, une fois pour finir, nommer ces bâtiments, quoi. Oui, Parce mais que sur la durée, quand on prend une délibération, on est capable de délibérer pour nommer le chemin le petit chemin là-haut du noyer, donc on peut prendre une délibération et puis on nomme. j'attends vos suggestions. Moi, j'ai Il cherché. faut que ça soit pas à l'ordre du jour. Réfléchissons là-dessus, mais nommons-les, quoi, parce que l'article aujourd'hui dans le journal, maison laïque, c'est pas forcément porteur pour nous. La maison laïque, la maison charte, moi je veux bien, mais ça ne parle que pour les anciens de ma part. Les autres, ça ne veut rien dire. Moi, personnellement, j'ai réfléchi avec d'autres. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de nom qui... On comptait un peu sur l'architecte aussi. La SODEVAM me sollicite régulièrement pour qu'on lui donne un autre nom, mais pour l'instant, je n'ai rien trouvé qui... Bon, rien n'est jamais finalisé. Pour preuve, Voilà. en ville, on avait nommé 3e lieu, et à l'inauguration, ça s'appelle Buzz. Voilà. Donc on peut toujours trouver un nom et on pourra toujours le changer. Hein. Oui, Après, c'est dépendant des gens. Comment mais... On va commencer à travailler avec l'architecte, peut-être que lui pourra nous orienter dans une direction. Mais si vous avez décidé, moi je suis preneur. Hein. Je suis preneur. Pour l'instant, je n'ai rien trouvé qui soit satisfaisant. Dans les écoles qui trouvent quelque chose, et les jeunes, je ne sais pas, vous pouvez toujours évoquer ça, parce que c'est quand même. Ah oui, ça sert à rien aussi demain. Bon. Ok. Merci. Ouais. N'oubliez pas de signer des comptes administratifs et